Je vais effectivement vous parler du monde de l'imprimé dans ce moment 1789-90 et plus particulièrement des relations entre ce qu'on a appelé les imprimeries à monopole, que sont l'imprimerie Baudouin, l'imprimerie Royale, on va y revenir, et puis les imprimeurs privés qui eux aussi vont prendre en main ce nouveau marché qu'est la publication de la loi et des débats parlementaires sous la Révolution. Donc, dans le journal du club typographique et philanthropique, donc, qui est une feuille hebdomadaire publiée entre 90 et 91 par le club typographique philanthropique, une association de secours mutuels qui regroupe environ 1100 travailleurs du livre, on découvre à de multiples reprises combien les ouvriers de l'imprimerie ont très tôt pris conscience de l'importance de leur rôle et notamment de leur rôle politique. Je vous cite un extrait du numéro 25 de ce journal. Quelle portion du peuple, autre celle que des typographes, peut-être peut-elle mieux sentir les heureux effets de la Révolution, puisqu'elle trace de ses mains en traits ineffaçables et sur le papier et sur les reins les marques éclatantes des plus grands législateurs de la Terre. Donc c'est bien connu, dès le printemps 89, avec l'accélération du moment politique, le volume des imprimés croît considérablement. La réunion de l'Assemblée des notables, la préparation des États généraux et les tensions que provoque la convocation de ces deux assemblées accélèrent encore davantage cette avalanche d'imprimés. Pour la seule année 89, Paul Chauvet dénombre 3430 brochures inédites imprimées et 177 nouveaux titres de presse, marquant ainsi ce que beaucoup ont appelé une véritable révolution du journal et une révolution par le journal. C'est la fin des contraintes qui pesaient depuis le XVIIe siècle sur le monde de la librairie et de l'imprimerie. Et en 1790, la Chambre syndicale enregistre environ 200 imprimeries dans le Paris des premières années de la Révolution. Pour quelques centaines de livres, on peut acheter une presse. Et dans ces premières années de la Révolution, de nombreux petits ateliers traditionnels se multiplient dans la capitale et dans les grandes villes de province. Parallèlement à la diffusion, à la multiplication de ces petits ateliers, la Révolution donne aussi un essor certain à quelques très grands ateliers qui consacrent rapidement une centaine d'ouvriers et au moins une vingtaine de presses. C'est le cas du fameux atelier de Pankouk, éditeur de l'encyclopédie méthodique et du Moniteur universel, mais aussi et surtout des grands ateliers à monopole que sont l'imprimerie de l'Assemblée nationale de Baudouin et l'imprimerie royale conduite par la famille Anisson du Perron. Plus que l'impression des nouvelles quotidiennes, de la presse quotidienne, ce sont les commandes officielles qui font l'activité de ces grands ateliers. Ils sont chargés de l'impression des débats parlementaires, de la loi, des collections de décrets, de la monnaie et des actes ordonnés par le pouvoir exécutif. Donc chargés d'imprimer, donc de reproduire et de diffuser aussi bien la parole des représentants du peuple et sa concrétisation sous forme de décrets et de lois que les commandes du gouvernement, ces grands ateliers jouent un rôle politique central pour la jeune nation révolutionnaire. Ils sont les garants de l'exactitude de l'information qu'ils impriment et qu'ils transmettent à l'ensemble du territoire, à tous les citoyens. Leur légitimité va dès lors poser question. Quel imprimeur, quelle imprimerie, quels travailleurs ont la légitimité suffisante pour se charger d'une tâche aussi centrale que l'impression de la loi, que l'impression de la monnaie, que l'impression des débats parlementaires. En d'autres termes, à qui la nation peut-elle se fier, à quel travailleur, à quel atelier peut-elle se fier pour informer les citoyens de manière sûre et aussi de manière rapide? La question des monopoles, évidemment, va se poser également. Faut-il conserver les monopoles et priver les petits imprimeurs, les petits ateliers de ces commandes officielles? Sous couvert de lutte d'influence, de concurrence commerciale et de questions financières, ces débats qui vont agiter tout le moment 89, 90 et bien sûr au-delà, donnent à voir des enjeux politiques sous-jacents à travers le choix, la sélection d'une imprimerie officielle
se jouent des luttes de pouvoir et le passage progressif et non linéaire de la souveraineté du roi à celle de la nation. C'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. On le sait désormais très bien depuis les travaux qui ont été engagés dans le cadre de la NR Rêve-Loi, et notamment depuis la notice réalisée par Anne Simonin et Elisabeth Liris. Lorsque la jeune Assemblée nationale décide de faire imprimer régulièrement ses procès-verbaux de séance, elle ne va pas se tourner vers l'imprimerie du roi, vers l'imprimerie royale, mais elle va choisir de créer sa propre imprimerie et sélectionner François-Jean Baudouin, député suppléant de Paris, qui devient ainsi l'imprimeur officiel de l'Assemblée nationale par le décret du 24 juin 1789. Les députés du tiers-État avaient d'abord rejeté tous les projets de publicité de leurs travaux et de leurs débats, mais en se constituant en nouvelle Assemblée, ils affirment la fin d'un régime provisoire et leur volonté de se placer désormais sous les yeux de la nation. Dès lors, il s'agit d'instituer la nation, de rendre présent le peuple au sein même de l'enceinte parlementaire et donc de diffuser leurs travaux. Le choix de Baudouin n'est pas évident, il va poser question, il ne va pas faire l'unanimité. Plusieurs représentants du peuple, plusieurs députés prennent très tôt conscience de l'opportunité que peut représenter la position d'imprimeur de l'Assemblée nationale. C'est un véritable marché, un marché financier. Et donc beaucoup de députés vont chercher à capter ce marché et à placer leurs propres proches, leurs patrons d'imprimerie, à l'image de Volney, par exemple, député Volney, qui cherche à imposer son propre imprimeur Cuchet, qui est par ailleurs l'imprimeur du duc d'Orléans. Il ne va pas réussir à l'imposer et c'est finalement Baudouin qui va remporter le marché. Conçus initialement comme des instruments de travail destinés uniquement aux membres de l'Assemblée, les procès-verbaux deviennent dès l'été 89 des outils de légitimation de l'Assemblée. Baudouin est désormais chargé de toutes les impressions officielles, imprimées par ordre de l'Assemblée, payées sur fonds publics, mais également de nombreux textes imprimés à la demande des députés et donc à leurs frais. Selon le règlement de l'Assemblée, l'imprimeur est chargé de communiquer directement avec le président et les secrétaires pour obtenir au plus vite le procès-verbal de séance approuvé et l'envoyer le plus rapidement possible au domicile de tous les députés. Pour travailler le plus efficacement possible, il obtient dans un premier temps un petit cabinet dans l'hôtel des Menus Plaisirs. C'est le plan que vous avez sur le PowerPoint. Et lorsque l'Assemblée va déménager à Paris, il va obtenir de nouveaux locaux, là encore très près de l'Assemblée, au sein même du couvent des Capucins. Pourtant, malgré cette proximité pour accélérer les rapports et l'impression, il n'est pas rare que les députés se plaignent des erreurs et des omissions commises par Baudouin. Et pour renforcer son efficacité, le 1er février 1990, l'Assemblée décrète la nomination de 2 inspecteurs de l'imprimerie qui seront spécifiquement chargés de contrôler la régularité du travail de l'imprimeur de l'Assemblée. On sait finalement assez peu de choses sur les ouvriers Baudouin, sur les ouvriers de l'atelier Baudouin. Certains auteurs ont évoqué une centaine de presses mises au service de l'Assemblée. Ce nombre me semble un peu surévalué. On a assez peu d'indices, mais en novembre 1991, lorsqu'une grève se déclare dans les locaux de l'imprimerie, après le renvoi de 5 ouvrières, les commissaires inspecteurs de la salle vont se rendre dans les ateliers Baudouin et décrire les ateliers. Ils parlent seulement de 40 presses en activité. Quand on sait que généralement les imprimeurs de presse travaillent en binôme, on peut estimer qu'une centaine d'imprimeurs étaient employés dans ces ateliers, auxquels il faut ajouter évidemment les typographes compositeurs, les relieuses, les relieurs, les plieuses et le personnel de bureau. En 1994, on sait que l'imprimerie de l'Assemblée nationale compte environ 300 députés au total. Ces effectifs sont considérables au regard des autres ateliers d'imprimerie de l'époque. L'imprimerie de l'Assemblée reste un atelier parmi les plus conséquents de la période et sa main-d'œuvre est parmi la plus active
dans les cercles d'ouvriers du livre. En témoigne le journal du club typographique qui, à plusieurs reprises, se fait l'écho du poids que pèsent les travailleurs de Baudouin dans les assemblées du club et dans les décisions qui y sont prises. Dès le début de l'année 90, en devenant l'atelier d'imprimerie officiel de l'Assemblée nationale, l'établissement Baudouin prend le titre d'imprimeur de l'Assemblée nationale, voire même d'imprimerie nationale, incarnant ainsi de manière très concrète ce transfert de souveraineté de l'autorité du roi à celle des représentants du peuple, du roi à la nation. L'appropriation de ces titres ne se fait pas sans critique, et le premier à le contester, c'est évidemment Anisson du Perron, directeur de l'imprimerie royale, qui lui dispute cette appropriation du titre d'imprimerie nationale. Je vous ai mis ici une citation d'une plainte de Duperron qui se vante, mais je n'ai trouvé aucune trace ailleurs de ce fait, mais qui se vante d'avoir reçu lui aussi du ministre de l'Intérieur le droit d'utiliser ce titre d'imprimerie nationale. Au-delà de l'importance symbolique que sous-tend l'appropriation de ce titre pour les imprimeurs eux-mêmes, se joue aussi un conflit de souveraineté entre l'autorité du roi et celle de l'Assemblée qui pose la question de l'institution légitime à incarner l'impression de la nation. Ces appellations officielles rendent l'atelier de Baudouin immédiatement identifiable et lui confèrent une légitimité supposée garantir l'authenticité des textes qui y sont imprimés. Ainsi, lorsqu'un autre, et c'est fréquent, ça arrive à plusieurs reprises, lorsqu'un autre imprimeur va usurper le titre d'imprimerie nationale, contrefaire le frontispice des impressions, Baudouin se déplace en personne devant les représentants du peuple pour se justifier et pour insister pour qu'un démenti soit publié dans le procès-verbal de séance afin de préserver son titre qui est devenu une véritable marque de sa légitimité, une véritable marque de l'authenticité du texte publié. Outre cette marque d'authenticité, ce titre confère également à l'atelier de l'imprimeur une reconnaissance du public dont évidemment il espère tirer profit. Et contrairement à ce qui a été beaucoup écrit, Baudouin ne se limite pas à utiliser l'appellation officielle d'imprimeur de l'Assemblée uniquement pour les impressions officielles, qui sont des impressions commandées par les représentants du peuple. Il s'en sert également lorsqu'il publie de son propre chef et à son propre profit des ouvrages les plus divers. Et vous avez ici un exemple avec l'entomologie ou l'histoire naturelle des insectes du naturaliste Guillaume-Antoine Olivier, qui est publié en 1789. Alors même que l'ouvrage n'a aucun lien avec l'Assemblée, il porte la mention imprimeur de l'Assemblée nationale. Cette confusion des genres s'explique par le modèle même institutionnel et économique de l'imprimerie Baudouin. Il n'existe pas en 89-90 d'imprimerie d'État entièrement financée, entièrement contrôlée par l'État, comme le sera plus tard l'imprimerie de la République. En 89, Baudouin reste un imprimeur privé mis au service de l'autorité publique. Ainsi, le décret du 9 octobre 89 précise que le bureau de l'Assemblée doit contrôler tout ce qui sort de l'imprimerie Baudouin, mais en réalité, ce sont uniquement les impressions commandées et payées par l'Assemblée qui sont l'objet de ce contrôle. Pour le reste, et en vertu de la liberté de la presse, Baudouin reste libre de ses choix éditoriaux. Et il faut attendre 1793 et le décret du 9 mars pour voir l'Assemblée tenter de limiter les impressions de Baudouin aux seules publications de la Convention nationale. Aux côtés de l'imprimerie législative de Baudouin, il existe toujours une imprimerie royale dirigée par Anisson du Perron. Et à l'été 89, la question se pose, que faire de ces ateliers royaux? Que faire de l'imprimerie royale? En 89, ces ateliers détiennent un monopole sur toutes les impressions commandées par ordre du gouvernement et des administrations. Ces publications se partagent ainsi entre les impressions courantes, des papiers administratifs, même les plus sommaires, papier à en-tête par exemple,
et puis l'ensemble des documents qui sont nécessaires au service de l'État, y compris les lois imprimées pour le service des administrations, qui serviront de base à la collection du Louvre. Je pense qu'on en reparlera avec Yann Arzel-Durelmark. L'imprimerie royale imprime également en 89 des éditions de grande qualité, des ouvrages dits d'art et de sciences, commandés par le roi pour ses propres bibliothèques, comme cadeaux diplomatiques, ou qui sont destinés à être vendus pour soutenir, pour pensionner des auteurs choisis par la cour, par le roi. La force de ces ateliers de l'imprimerie royale, c'est de détenir une exceptionnelle collection de poinçons et de caractères typographiques, dont certains sont inimitables, impossibles à trouver dans le commerce. L'imprimerie royale est ainsi, grâce à ces collections inimitables, un lieu d'excellence technique, mais aussi un des lieux les plus sûrs pour assurer, encore une fois, l'authenticité, mais aussi le secret des impressions qui sont commandées par le pouvoir, alors que les rumeurs, évidemment, vont bon train dans le Paris révolutionnaire. Lorsque survient la Révolution, l'imprimerie royale du Louvre conserve son monopole sur toutes les impressions administratives. Elle connaît d'ailleurs un véritable essor. Anisson augmente considérablement la taille de ses ateliers. On compte près de 75 presses au service de ce seul établissement, et le directeur de l'imprimerie royale ne cesse de réclamer au directeur des bâtiments du roi davantage d'espace et d'aménagement dans les galeries du Louvre, qui sont trop petites pour contenir l'ensemble de ses ouvriers et de son matériel. Pourtant, la confiance accordée par les nouveaux représentants du peuple à l'imprimerie royale semble limitée. L'établissement du roi fait l'objet de nombreuses dénonciations et d'accusations quant à son modèle financier, qui suscite évidemment la convoitise des autres imprimeurs de la capitale, mais qui interroge également l'Assemblée nationale, qui cherche à reprendre le contrôle de cette imprimerie. Depuis 1777, toutes les impressions commandées par le roi à l'imprimerie royale sont payées au directeur selon un tarif fixé par 2 experts de la communauté des imprimeurs libraires. Anisson est régulièrement accusé de faire trop de bénéfices sur ce qui lui est payé par l'État, alors même que son monopole empêche les autres imprimeurs de lui faire concurrence. Pour répondre à ces accusateurs, Anisson est même contraint de se défendre publiquement devant les représentants du peuple, en rédigeant pour ce faire un mémoire en 1790, afin d'expliciter formellement la répartition des dépenses de son établissement. L'Assemblée ordonne aussi par le décret du 14 août 90 que soit réalisé un inventaire détaillé du matériel détenu par l'imprimerie du Louvre. L'enjeu, évidemment, c'est d'abord de mieux connaître les collections qui peuvent être utilisées, mais c'est aussi le moyen de clarifier précisément ce qui appartient à titre privé aux propriétaires, à Anisson, de ce qui appartenait au roi et donc qui appartient désormais à la nation. L'Assemblée cherche également à reprendre la main sur cette institution en limitant ses attributions et notamment en préférant confier d'importantes commandes officielles à d'autres établissements. C'est le cas notamment de l'impression des assignats. Les premiers titres vont être imprimés sur les presses de l'imprimerie royale, sur les presses d'Anisson du Perron, qui met même au point un mécanisme technique, un cadran compteur, vous avez une image de la presse sur le PowerPoint, pour compter les impressions de billets et prévenir tout risque de vol par ses ouvriers. Donc les premiers titres sont imprimés par l'imprimerie royale, mais les secondes émissions vont être confiées à d'autres ateliers. Ce choix peut s'expliquer autant par la volonté de réaliser des économies, on cherche des ateliers moins chers que ce que facture l'imprimerie royale, mais aussi par la volonté de prendre ses distances avec une imprimerie trop proche du pouvoir exécutif, du pouvoir royal. Il en va de même pour les billets de loterie, qui sont dévolus à un autre atelier, un atelier particulier, alors qu'Anisson ne cesse de réclamer, de récupérer cet important marché en vertu de son monopole sur toutes les impressions administratives. Enfin, c'est peut-être le plus important, le 14 août 90,
l'Assemblée va décider de suspendre par décret la publication des ouvrages imprimés par ordre et aux frais du gouvernement. Donc toutes les publications dites de sciences et d'art, y compris celles qui sont en cours d'impression, qui sont sur les presses, sont suspendues et doivent désormais faire l'objet d'un vote à l'Assemblée pour pouvoir être imprimées, alors même qu'elles ont toutes été commandées par le roi ou par ses ministres. C'est ce qui explique en grande partie le retard très important pris par certaines publications et qui témoigne véritablement d'une volonté de reprendre en main les ateliers du roi par l'Assemblée, par les représentants de la nation. Donc en ordonnant l'inventaire du matériel propriété de la nation, en la privant de certains marchés, en imposant même un contrôle de l'Assemblée sur ses publications, les députés cherchent à reprendre le contrôle de cet établissement royal et matérialisent encore une fois de manière très concrète ce transfert de souveraineté des mains du roi à celle des représentants du peuple. Il reste toutefois, et ce sera mon dernier point, à évoquer le cas des imprimeurs privés, des imprimeurs particuliers de la capitale qui, s'ils ne peuvent s'accaparer les marchés de la publication des décrets ou des actes administratifs, qui sont donc les prérogatives des imprimeries officielles, revendiquent eux aussi la possibilité de prendre part à l'immense marché de l'imprimé révolutionnaire et en particulier à la publication des débats parlementaires. La publicité des débats constitue dès l'ouverture des États généraux un enjeu majeur. Les premiers à investir le terrain, ce sont les députés eux-mêmes qui, par le biais des correspondances familiales ou amicales, livrent leurs propres récits des séances. Certains transforment ces correspondances en véritables journaux ou des bulletins quotidiens. On pense au Courrier de Provence de Mirabeau ou au Point du Jour de Barrère. Mais ces députés se voient rapidement concurrencés par les premiers journalistes parlementaires qui multiplient les créations de journaux. Deux logiques se mettent en place. D'un côté, une volonté des représentants de la nation de diffuser leurs travaux, de publier les décrets adoptés par le biais d'une imprimerie officielle garante de l'authenticité et de la légitimité des textes votés. Et de l'autre, le désir de rendre publique la loi en train de se faire, les discussions parlementaires portées par des journalistes et des imprimeurs, souvent des imprimeurs-éditeurs, de tous ordres, au nom de la liberté de la presse et de la nécessité d'informer. Si les enjeux financiers et commerciaux sont évidemment centraux dans l'investissement de ce nouveau marché, sans doute faut-il voir aussi chez ces imprimeurs parisiens la volonté de revendiquer un droit à diffuser librement par le marché privé la parole des représentants de la nation. En d'autres termes, une manière de s'approprier la nouvelle souveraineté du peuple en s'affranchissant des organes de diffusion officiels. Baudouin lui-même prend très vite conscience de l'importance de ce nouveau marché et il publie dès août 89 le journal des débats et décrets qui propose au public, je cite, un détail exact, circonstancié et impartial des travaux de l'Assemblée nationale. Il espère pouvoir concurrencer les autres journaux en proposant une retranscription plus exacte que les comptes rendus des débats qui pourraient paraître ailleurs, mais il se heurte à la concurrence d'autres ateliers d'imprimeurs-éditeurs qui envoient de véritables envoyés spéciaux au sein même de l'enceinte parlementaire pour enregistrer les séances. Le succès commercial d'un journal se joue alors souvent aux efforts accomplis par ces envoyés spéciaux pour conquérir une place au sein même de l'Assemblée, dans les tribunes de la salle du manège, puis à partir d'octobre 89, dans une des loges réservées aux journalistes. Les inspecteurs de la salle sont littéralement harcelés par les nouveaux scripteurs qui sollicitent l'obtention d'une place dans ces loges pour être le mieux placés, pour reconnaître les députés qui s'expriment et pour enregistrer leurs paroles. Les députés se plaignent constamment des erreurs ou des imprécisions de leurs prises de parole qui sont publiées. Je vous cite une lettre du député Malouet du 16 septembre 89. « Il y a, monsieur, dans votre journal d'hier, comme dans plusieurs feuilles publiques, des détails absolument faux sur ce que j'ai dit ou ne pas dit relativement à l'affaire de Toulon.
Je relis ceux que l'on sait être rédigés dans l'imprimerie de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont présumés exacts et je laisse passer cette multitude d'impostures incessamment livrées au mépris qui leur est dû. Le rôle de Baudouin comme imprimeur officiel de l'Assemblée est ainsi de plus en plus fréquemment celui de publier officiellement les discours parlementaires pour corriger les retranscriptions qui ont été publiées par les journaux privés. Ces publications officielles corrigent même parfois les erreurs de son propre journal des débats. En somme, les rôles se figent. Si les imprimeries officielles et privées continuent de se faire concurrence, leurs attributions sont de plus en plus définies. Plus qu'un relais, les journaux deviennent le lieu de l'interprétation, de la discussion, voire de la critique de la parole parlementaire. Les publications des imprimeurs privés se transforment en arène politique, tandis que les publications des ateliers royaux et des ateliers Baudouin se font les organes de diffusion, de publicisation par le haut de la loi, des actes administratifs et de la parole parlementaire. Donc, pour conclure, l'étude des rôles et différentes attributions dévolues à chaque atelier d'imprimerie permet d'observer à petite échelle ce transfert de souveraineté du roi aux représentants de la nation dans ce moment 89-90, alors que les députés choisissent leur propre imprimeur pour construire et pour maîtriser leur légitimité et leur communication, ils ne négligent pas pour autant de reprendre le contrôle de l'imprimerie royale, s'assurant ainsi de la mainmise sur l'ensemble des ateliers d'imprimerie à monopole de la période. Dès lors, ces deux établissements se veulent les instruments de diffusion privilégiés des textes exacts, des textes sûrs et authentiques, tandis que la presse, en plein essor, devient le lieu de la lutte politique. Cette première étape semble alors préparer la création, quelques années plus tard, de la première imprimerie entièrement financée et entièrement contrôlée par le pouvoir public, l'imprimerie des lois, fondée en l'an 2 pour imprimer une nouvelle forme de la loi, pour imprimer le bulletin des lois. Je vous remercie.